Aussi d'actualité avec le voyage du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi au Portugal. Alors, vous avez vu qu'après les révolutions arabes, la carte politique de la région a quand même changé. Les dictatures qui étaient présentes dans cette région, mais qui étaient très aussi assujetties pour la plupart, sauf peut-être pour Kadhafi, c'est peut-être ça qui l'a rendu gênant, mais ça c'est finalement une autre histoire. Ces dictatures qui ont chuté étaient très assujetties aux anciennes puissances coloniales. Et bien entendu, je pourrais citer en septembre une séance parlementaire en France pour montrer à quel point cette diplomatie, cette carte a changé. Une séance parlementaire en France avait évoqué et parlé de cette nouvelle diplomatie. Alors, quelle est-elle? Est-ce qu'il y en a vraiment une? On va la voir sur le plan évidemment politique et économique avec nos invités ce soir. Alors, Dr Tawfiq Aklimondos, vous êtes professeur de sciences politiques donc à la faculté de sciences politiques à l'Université du Caire. Merci d'être avec nous. Et nous avons aussi Hassan Khalil, vous êtes professeur assistant donc en économie à l'Université Ain Shams. Je sais que les deux universités sont... Vous entendez bien tous les deux, c'est bon? Très bien. Si on parle d'actualité ce soir, on va évoquer bien entendu la visite du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi au Portugal. Est-ce que cette visite a un enjeu majeur à l'heure actuelle ou c'est juste une visite de rafraîchissement diplomatique? Non, moi je suis un peu spécialiste en finance marché. C'est pour cela que si on prend le point de vue économique, il y a plusieurs enjeux, encore politiques et dans la défense, l'armée extra. De point de vue économique, d'abord cette visite, c'est la première visite depuis 20 ans. C'est pour cela que c'est très bien, c'est une bonne visite. C'est pour cela qu'on doit profiter de cette visite. D'une manière économique, oui, bien sûr, il y a des... Alors, je vous coupe. Vous avez dit que c'est une visite, c'est la première depuis 20 ans. Oui, et je me rappelle que le sommet de Sharm el-Sheikh qui s'est déroulé en 2015, si je ne me trompe pas, donc le sommet de Sharm el-Sheikh, on avait vu, donc c'était le vice-premier ministre portugais qui était présent. Est-ce que pour lui aussi c'était une première visite depuis un certain nombre d'années? Je parle d'une visite du président égyptien vers le Portugal. D'accord. Depuis 20 années. D'accord. 20 ans. Si on peut parler d'une visite économique, ça c'est bien, mais au début, je vais parler de la situation économique. La situation économique actuelle mondiale, elle est un peu dans une partie très grave. C'est pour cela une telle visite à un tel moment, c'est très important. Si on parle de la situation actuelle mondiale, la dette mondiale représente maintenant 3 fois le PIB mondial. C'est pour cela, et même l'Europe, elle est menacée par ça. C'est pour cela, quels sont les enjeux économiques, si je veux répondre d'une manière plus précise, ce sont au niveau de technologie, au niveau de l'énergie renouvelable et au niveau du tourisme. Etc. Donc le Portugal a tout intérêt à coopérer avec l'Égypte et les pays de la région pour rabaisser sa dette. Donc il a besoin de pays... Oui, pour les investissements, parce que vous savez maintenant, l'Égypte, c'est un pays qui attire des investissements, surtout avec la notation de Standard & Poor's. Oui, Standard & Poor's et les agences de notation, ça sera un objectif ou un but pour toutes les entreprises ou toutes, les entreprises pour arriver en Égypte extra. Pour faire des investissements, de nouveaux investissements en Égypte. D'accord. Quels sont déjà les investissements présents portugais qui sont en Égypte? Je ne sais pas précisément quels sont les investissements actuels, mais je sais quel est le plan de cette visite. D'accord. Oui. Et quel est donc ce plan? Pour le Portugal, il y a plusieurs points positifs. Si on parle tout d'abord du plan économique, il y a l'agriculture, il y a l'industrie et le secteur tertiaire. Elle est spécialisée en secteur et en agriculture. Si on parle du secteur tertiaire, il représente environ ou plus que 60% du PIB. Alors, ce sont plutôt des investissements concernant les services, de tourisme, etc. Mais au niveau de l'industrie, c'est pas trop fort, seulement 5,5. D'accord. Donc c'est plutôt une économie. Le Portugal est une économie de services. Et finalement, l'Égypte également, enfin,
à grande partie maintenant, puisqu'il y a la partie agricole, mais enfin, il y a la partie service qui augmente de plus en plus. Quelle serait peut-être, parce que le Portugal, disons que c'est pas non plus, avec tout le respect que je lui dois, c'est pas non plus l'un des plus grands pays en Europe. Quels avantages pourraient tirer les deux pays l'un de l'autre? Ok. Tout d'abord, si on parle de chiffres, l'échange commercial entre les deux pays est faible depuis l'année 2014. Il atteint seulement 194 millions d'euros. Très faible. L'échange commercial entre deux pays comme ça c'est faible. C'est pour cela, quels sont les enjeux ou les avantages pour attirer les investissements entre les deux pays? Ce sont tout d'abord le prix du pétrole au Portugal. Les prix du pétrole au Portugal sont très faibles par rapport à l'Union européenne. Et tout d'abord, le prix de l'euro. Alors, le Portugal, comme vous savez, il y avait une crise au Portugal de récession en 2000. Elle a bien réussi de sortir un peu en 2014 de cette crise. C'est pour cela... Donc parce qu'elle n'était pas toute seule non plus. Elle n'est pas sortie toute seule. Il y avait quand même l'Union européenne derrière son dos. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de l'Égypte. Elle n'a pas non plus cet appui que pourraient avoir les pays de l'Union européenne. Oui, mais vous pouvez remarquer qu'il y a, comment le dire, il y a des points en commun. Le point en commun qu'en 2011, elle a signé un contrat avec la Banque centrale européenne, l'Union européenne et le FMI pour prendre un prêt avec 78 milliards d'euros. Alors, c'est le cas commun. Il y avait là-bas les mêmes choses, le chômage, 16% extra. Ils ont bien profité avec ce prix. Et maintenant, je vais y dire après, ils ont stabilisé le taux d'inflation, extra. C'est pour cela qu'on vous dit que l'Égypte peut profiter. Oui, elle peut bien profiter. Mais ça dépend de la situation économique actuelle. Parce que, vous savez, diplomatiquement parlant, quand un président, chef de l'État se déplace vers un autre pays, et là vous me dites que les échanges font partie des plus faibles avec 120 millions de... Alors, il a augmenté de 14%, mais c'est assez faible. Bah oui, mais quand un chef de l'État se déplace d'un pays, enfin de son pays vers un autre pays, c'est qu'il y a un enjeu extrêmement grave, je dirais un enjeu très important. Vous parlez de plan, mais là, je veux dire, si le chef de l'État se déplace, c'est qu'il y a vraiment des gros investissements qui vont se faire. Ou alors, est-ce que le chef de l'État veut voir l'expérience du Portugal en termes de prêts avec le FMI? Voilà. Quelle est la raison pour qu'une telle visite puisse avoir lieu, finalement? Oui, je veux dire 3 points principaux au niveau économique. Je peux dire que, tout d'abord, profiter de l'expérience, pour résumer, de l'expérience du Portugal concernant la crise mondiale, concernant la crise au Portugal. Tout d'abord, ça c'est économiquement. Politiquement, c'est garder des échanges entre le Moyen-Orient et le Portugal et faire des échanges et des investissements là-bas d'une manière économique et plutôt encore politique. Et si on veut parler finalement de la situation politique mondiale, ça sera bien parce que vous savez qu'après le Brexit, l'été précédent, ça sera très important de garder une bonne relation avec l'Union européenne. Oui, c'est pour cela. D'accord. Le Brexit va avoir un impact sur la relation entre l'Égypte, par exemple, et le Portugal, le pays de l'Union européenne? Non, pas avec le Portugal, mais on doit chercher d'autres opportunités. On doit chercher d'autres pays. Parce que, par exemple, s'il y avait des situations fragiles entre l'Égypte et l'Union européenne, on doit chercher d'autres opportunités, comme le Portugal, etc. Parce que la situation après le Brexit est un peu fluctuante. D'accord, très bien. En tout cas, est-ce que vous avez idée de contrats qui pourraient être signés ou de chiffres? Vous avez des chiffres précis par rapport à des protocoles d'investissement, etc. ou pas pour l'instant? Oui, pour l'instant, les exportations du Portugal vers l'Égypte, c'est 92 millions d'euros. Non, mais je veux dire, après cette visite du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, est-ce que vous avez, vous avez en tête ou vous avez idée de signature de protocole avec des chiffres précis ou pas encore? Non, les estimations, c'était d'augmenter l'échange commercial de plus 20%.
Au lieu de 14% par année, c'est 20% ou 25%. Ça sera mieux pour améliorer la situation, etc., entre l'Égypte et le Portugal. Oui. Ça, c'est l'objectif. Très bien. J'ai envie de vous poser la question à Dr Taoufik, mais je veux dire, en termes généraux, quand le chef de l'État se déplace vers un autre pays, quels pourraient être les enjeux majeurs, que ce soit avec le Portugal ou un autre d'ailleurs, mais quels pourraient être les enjeux qui pourraient être faits? On peut parler en général, oui. On peut parler de manière un peu plus restreinte. Étant entendu que je vois de loin ces dossiers. L'élite, le régime égyptien à l'heure actuelle a l'impression d'être la victime d'une injustice, d'une mécompréhension de la part de la plupart de ses interlocuteurs. Alors sur des sujets, il a raison, sur d'autres on pourrait discuter. Et il avait l'impression d'être un peu isolé diplomatiquement, à tort. Et donc il essaye de consolider les alliés qu'il a ou de s'ouvrir à d'autres alliés. Pour être très précis, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été très contents de leur déplacement à différents sommets et ils ont eu l'impression que les diplomates égyptiens, le président, a participé à plusieurs sommets et il n'était pas très content du body language, sans parler de ce qui lui a été dit à ce moment. Ces alliés, on peut les compter, c'est-à-dire dans l'ensemble, par exemple, l'Union européenne est un partenaire essentiel pour l'Égypte, et on peut dire que dans l'ensemble, le Sud est plutôt pro-égyptien, et le Nord est plutôt anti-égyptien, ou anti-régime actuel. L'Angleterre étant, il faut mettre la France dans le Sud et l'Angleterre dans le Nord. Mais étant entendu qu'on a eu quelques problèmes avec l'Italie, qui est un allié central, on a eu d'autres problèmes avec la Russie, qui est un allié, qui n'est pas dans l'Union européenne, qui est un allié extrêmement important. On semble avoir quelques problèmes avec l'Arabie saoudite. Donc on a à travailler sur nos réseaux d'alliances. Et le Portugal peut être important, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la France. C'est un pays méditerranéen. C'est un pays méditerranéen. Il fait partie, a priori, des pays qui ont un certain poids dans l'Union européenne. Et vous avez quand même quelques massifs, c'est-à-dire en gros l'Europe du Nord plus l'Allemagne, n'aime pas beaucoup l'actuel régime. Elle traite avec lui, mais sans être particulièrement friande de ces options. Alors si vous avez un commentaire, je vous laisserai le faire, mais juste je vais revenir sur un point que vous avez évoqué. Vous dites que vous avez, disons, résumé en disant que le Sud, les pays du Sud proto-méditerranéen, etc., sont plutôt avec l'Égypte. Les pays du Nord, donc Angleterre, etc., sont plutôt contre régime actuel. Est-ce que les pays, comment dire, les gouvernements actuels dans ces pays que vous dites du Nord, donc France, Angleterre, Allemagne, etc., estiment toujours qu'il y a, parce que si on parle de régime actuel, c'est-à-dire qu'on parle du régime du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, et donc on est obligé de revenir en 2013 et parler donc de ce que beaucoup ont appelé à l'époque un coup d'État militaire. Est-ce que jusqu'à l'heure actuelle, ces pays estiment que l'Égypte a subi un coup d'État militaire et ils ne veulent pas changer cette idée-là? Attention, d'abord, la France est plutôt dans le rang des alliés de l'actuel régime, des partenaires stratégiques de l'actuel régime. D'accord. La France est un des pays qui le défend le plus. C'est ce que je voulais vérifier d'abord avec vous. On peut dire, si on compare par rapport à ce que raconte la presse égyptienne pense qu'il y a un tas de pays qui voudraient que ce régime tombe. Ce n'est plus le cas. Tous les pays, États-Unis, je parle des États-Unis de M. Obama, je ne parle même pas de M. Trump. Les États-Unis, tous ces pays ont acté la présence de ce régime. Savent qu'il est là, savent qu'il n'y a pas d'autre option, etc. Après cela, il y a une divergence de vues qui les oppose entre eux fondamentale sur est-ce que ce régime est efficace dans la lutte contre le djihadisme, ou au contraire, ces options autoritaires favorisent l'éclosion de ce djihadisme. Vous savez, ils sont très marqués, je pense qu'ils ont tort, mais ils sont très marqués par une thèse qui dit à peu près ce qui suit, que ces pays se sont fort accommodés de l'autoritarisme de M. Moubarak et qu'ils n'ont pas parlé aux forces réelles du pays, etc., et qu'ils n'ont pas vu venir le printemps arabe. Et que maintenant, il faut parler à tout le monde et qu'il faut encourager les forces démocratiques, etc., etc. Mais vous avez d'autres qui vous disent, notre problème central, c'est qu'on ne peut pas, c'est qu'on le veuille ou quelles que soient les vertus, disons, de l'islam politique dans ses différentes composantes, je veux dire, du fondamentalisme, il reste qu'il y a beaucoup de guerres civiles et que si on n'a pas besoin d'une catastrophe économique en Égypte qui emmènerait vers
l'Europe entre 500 000 et 5 millions, voire plus, d'Égyptiens. Pour eux, le succès de l'Égypte est important en termes parce qu'il y a un péril migratoire auquel ils sont très sensibles. Il est extrêmement important parce que quand vous regardez la région, si l'Égypte tombe, vous la donnez à l'Iran. Le calcul idéologique et le calcul est simple. À l'heure actuelle, personne ne veut faire tomber le régime. La discussion est par contre, est-ce que sa politique des droits de l'homme est nécessaire pour qu'il subsiste, ou est-ce que sa pratique répressive, ses pratiques répressives le fragilisent? Est-ce qu'ils sont nécessaires pour sa stabilisation ou c'est un facteur de fragilisation? En fait, finalement, tout se régit sur les droits de l'homme. Et je reviens vers vous sur un plan économique. Si je reparle encore de pays alliés ou pas alliés, on a l'impression que les investisseurs boudent un peu l'Égypte. Est-ce que c'est encore le fruit donc de ce qui est passé politiquement, où il y a d'autres facteurs, ou alors est-ce qu'on se sent victimisé, mais que finalement il n'y a rien de cela? Oui, si on peut analyser ça d'une manière économique, on peut dire que pendant les 2-3 années précédentes, la situation économique ou la vie des agences de notation concernant l'Égypte a bien évolué. C'est vers un C-, etc., et un B+. Alors, ça, c'est nouveau. Donc, la notation a été améliorée? Oui, améliorée. Maintenant, on est BW, c'est ça? Oui? On est sur B-. Oui. On est sur B-. D'accord, B-, d'accord. Si on veut comparer ça avec la révolution, après la révolution de 2011, la situation, bien sûr, le revenu en dollars a diminué. Et on a 3 ou 4 sources du dollar. En Égypte, on a le tourisme, le canal de Suez et le transfert des Égyptiens de l'étranger. Et finalement, l'indice exportation et importation. Alors, on voit bien qu'après la révolution, ces revenus et l'économie a été bien menacée. Okay? Bien sûr que le canal de Suez, c'est un peu différent parce que la circulation mondiale a diminué de 40%. Oui, c'est vrai que c'est un cas à part. C'est un peu, c'est un peu différent. Mais si on veut parler de l'autre ressource, alors oui, l'économie égyptienne a bien été menacée. Alors, est-ce que la situation a amélioré? Oui, c'est amélioré parce qu'il y a maintenant une stabilité. Et c'est le même cas pour le Portugal. Le Portugal a des points communs, comme j'ai dit, avec l'Égypte. Il y a une stabilité. Oui, je le sais, en Égypte, c'est une stabilité à court terme. La notation, c'est bien amélioré, etc. Mais au Portugal... Donc récente plutôt, pas récente. C'est-à-dire qu'elle sera à long terme, cette stabilité, oui. Donc récente plutôt. Si, c'est récente ou court terme, mais au Portugal, ça fait depuis 2013 ou 2012, c'est bien passé. L'évolution des PIB, etc., c'est constante. L'inflation, c'est au-dessous de 1%. C'est pour ça, pour nous, c'est une grande opportunité. Oui, c'est vrai, il y a de l'expérience, c'est vrai. Oui, c'est de l'expérience. Inflation 1%, c'est vrai que c'est... Inflation 1% jusqu'à maintenant, c'est bien. C'est vrai que c'est un modèle à suivre. Docteur Taoufik, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, il y a quand même des calculs politiques chez les investisseurs. Et dans l'ensemble, les investisseurs ne viennent pas quand les finances de l'État ne sont pas en bon état. Alors, pour que les finances égyptiennes soient en bon état dans leur esprit, il faut que le tourisme marche. Le tourisme ne marche pas. Si le tourisme ne marche pas là, ils veulent qu'il y ait un garant ultime, et dans leur esprit, le Golfe était le garant ultime. À l'heure actuelle, vu la baisse des revenus du Golfe, d'une part, et vu certaines frictions entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, il y a des doutes forts sur est-ce que l'Arabie Saoudite serait le garant ultime. Donc, tant que le tourisme n'a pas repris, tant qu'il y a des frictions avec le Golfe ou qu'on pense que le Golfe ne garantira pas les finances égyptiennes, les investisseurs hésiteront à venir. C'est peut-être tout à fait irrationnel, mais cette perception est très forte. Bon, puisqu'on ouvre la parenthèse économique, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est vraiment, vous évoquez le tourisme, vous évoquez la stabilité, est-ce que c'est pas d'autres facteurs, par exemple un facteur de stabilité sociale, un facteur de... Je veux dire, si on regarde l'Égypte, l'Égypte est un pays avec 90 millions de consommateurs. Voilà, il n'y a pas une personne qui ne consomme pas dans ce pays. C'est à chacun son échelle. Le pauvre consomme à sa petite échelle, le riche à sa grande échelle. C'est comme ça. C'est un pays de consommateurs. Le pays est dans un carrefour stratégique entre l'Asie et l'Afrique. Il y a deux mers qui croisent ce pays. C'est vraiment un croisement extraordinaire entre différents continents et différentes mers. Alors,
je n'arrive pas à concevoir que l'investisseur, de toute façon, il sait que s'il met son argent dans ce pays-là, il sait qu'il pourra être gagnant. Sauf qu'il attend, je pense, il attend des facteurs plutôt rassurants. Alors, vous parlez du tourisme, mais pour moi, le tourisme est une mode, par exemple. Est-ce que ce n'est pas plutôt des réformes précises de manière économique? Alors, vous allez peut-être m'en parler. Dr Tofi va peut-être répondre d'abord, et je vais vous laisser parler. Allez-y. Oui. Alors, effectivement, ce n'est pas tout à fait une mode, c'est-à-dire c'est dans la situation actuelle. La situation actuelle, les choses étant ce qu'elles sont, il viendra si les finances sont en ordre ou si quelqu'un garantit nos finances. Après, effectivement, et d'ailleurs ça c'est... nous sommes en train, le gouvernement égyptien est en train de prendre des réformes qui sont assez importantes. Et avec, c'est-à-dire, j'ai entendu deux sons de cloche très différents, les deux venant de sources occidentales, des gens qui disent il est allé très vite, c'est bien, mais on ne sait pas qu'il aille aussi vite. C'est-à-dire qu'il a tout fait en même temps alors qu'on pensait que ça irait graduellement. Et vous avez un article de The Economist donc, qui disait qu'il n'était pas assez loin, aller assez loin. Donc vous avez les deux sons de cloche. Le problème étant, c'est-à-dire il y a quand même les facteurs que vous avez énumérés, et il y en a beaucoup d'autres, sont des incitateurs à l'investissement en Égypte. C'est un pays où on peut faire des marges importantes, etc., etc. Maintenant, le principal problème qui était ce double taux de devise, le taux officiel et l'autre, il y avait cette chose est abolie. Alors, il devrait avoir facilité, mais ça c'était pas encore fait il y a quelques jours, le fait, est-ce qu'on peut sortir de devises hors du pays? Et ça, c'est encore un truc qui a à être fait, mais il y a un problème. Disons que le régime est maintenant tout à fait dans l'idée qu'il y a 22 milliards de dollars en Égypte à la maison, à domicile, chez les ménages, mais qui ne sont pas... Et qu'il faut inciter les ménages à les mettre dans le circuit, soit dans les banques, etc., etc., etc. Et il essaie de régler ce problème. Reste que vous avez des handicaps aussi, et ça, tant que vous n'avez pas les garants, que sont le tourisme ou le golf, les gens regardent de près. C'est-à-dire vous avez une bureaucratie qui est quand même plutôt un problème assez important. Oui. Le coût du terrain, ou le coût, je ne sais pas comment vous dites, le coût des terres ou des terrains est plus élevé qu'ailleurs dans la région. Il y a... Ah oui. Oui, c'est-à-dire que en fait... Le coût du sol en Égypte est plus élevé. Oui. Ah bon, d'accord. Oui, il y a des choses comme ça qui... maintenant que l'électricité n'est plus subventionnée, je ne sais pas si elle est ou pas ailleurs dans la région, il y a quand même quelques problèmes ici. Alors là où le régime devrait, mais je ne sais pas si c'est faisable, le régime doit trouver une solution à sa bureaucratie. Il y a quand même, si vous voulez entreprendre en Égypte, vous avez besoin d'un accord de l'organisme d'antiquité, vous avez besoin d'un accord du ministère de la Culture, vous avez besoin d'un accord du ministère du Commerce, vous avez besoin d'un accord du ministère de l'Investissement, vous avez plusieurs, vous devez dealer avec plusieurs institutions étatiques et aucune d'elles n'est facile. Très bien. Alors, Hassan Khalil, je vais vous laisser peut-être parler davantage. On a juste au bout du fil, donc Farida Choubachi, écrivaine, journaliste. Merci d'être avec nous. Bon, je vous entends très très mal. Alors, merci d'être avec nous, Farida Choubachi. Merci. Donc, ce soir, nous parlons de la nouvelle diplomatie européenne en Europe. Vous êtes entre la France et l'Égypte. Comment vous la voyez, cette nouvelle diplomatie entre les deux pays? Non, je vous entends très mal. Je n'entends pas la question. Vous m'avez dit entre la France et l'Égypte? Oui, puisque vous êtes entre ces deux pays, quelles sont, selon vous, comment vous évaluez les nouvelles relations entre ces deux pays? Moi, je pensais que vous alliez me parler de la visite du président au Portugal. Eh bien, allez-y alors, tant qu'à faire, puisque tout le monde va en parler. Allez-y. Oui. Moi, j'ai suivi un tout petit peu sa visite au Portugal. Et je trouve que c'est très bénéfique pour notre pays et c'est très bénéfique pour les relations sur le plan économique et aussi sur le plan de la sécurité parce que j'ai entendu le président parler et souligner très très fort l'importance de la lutte contre le terrorisme. Mais si vous voulez me parler de la France, moi je pense que nous avons de bonnes relations avec la France. Et je ne sais pas, est-ce que le président va aller en France aussi? Non, c'est juste pour... Non, c'était le thème de l'émission en fait, la relation entre...
mal. Vous n'avez pas un moyen de Bon. réparer cette... Alors on va essayer de vous rappeler s'il vous donc plaît. Farida Je vous Choubachi. entends presque Oui, pas. on va essayer de vous rappeler. Merci Farida Choubachi d'avoir été avec nous. Bon, petit souci technique. Hassan Khalil, vous voilà, vous voulez ajouter un élément donc en ce qui concerne cette vision des investisseurs en Égypte. On a parlé, excusez-moi, je vais juste ajouter quelque chose, mais on a parlé aussi de la sécurité. Les investisseurs attendent la sécurité. Or, de toute façon, enfin, franchement, à part quelques coins dans le Sinaï qui sont visités par personne, qui n'ont rien, enfin, je veux dire, qui n'ont aucun impact peut-être sur le plan sécuritaire égyptien. Il y a eu, c'est vrai, des tentatives d'assassinat et des assassinats qui, malheureusement, qui ont réussi. Mais je veux dire, partout dans le monde, ça arrive. On n'est pas non plus un cas isolé. Donc, je veux dire, sécuritairement parlant, en Égypte, j'ai l'impression que, enfin, il est un peu comme tous les pays. Il a la menace terroriste comme partout dans le monde. Donc, sécuritairement parlant, je ne sais pas comment on estime ça, mais j'ai l'impression que c'est, je dirais pas que c'est normal, mais enfin, en tout cas, c'est malheureusement dans la tendance actuelle. Alors, vous, comment vous voyez l'appréhension des investisseurs étrangers envers l'Égypte? Ok. Moi, si je veux analyser ça, ok. Si je vais parler tout d'abord de tourisme en termes de chiffres, le nombre de tourisme a augmenté beaucoup depuis janvier vers septembre. C'est maintenant environ 20 millions. 20 millions de quoi? De personnes. De touristes? Oui. En Égypte? Non, oui, non, pardon, pas 20 millions de personnes. C'est 20 milliers. 20 ah oui, 20 000, oui, d'accord. Okay. Ouais, 20 000 de ça personnes. serait vu quand même. Oui. C'est 20 000 de personnes. Oui, Okay? d'accord. C'est avec une augmentation faible, oui, de environ 6 ou 7%, okay? Mais ça va marcher un peu. Okay? Si je vais parler des investissements, comment ils voient l'Égypte, okay? En termes économiques, la notation, ce n'est pas le seul facteur. Encore, comme on avait mentionné, c'est le taux de change. Okay. Si on veut parler de taux de change, maintenant, il y a un taux de change libre, n'est pas fixe comme le début. Okay. C'est un peu différent. Cette fluctuation inquiète les investisseurs? Oui. Pourquoi? À court terme, oui. Parce que moi, quand j'ai fait un investissement avec 1 milliard, par exemple, d'euros en Égypte, je vais transformer ça en livre égyptien. Ça va coûter 16 milliards d'euros à peu près. 16 milliards, ok, c'est bien. D'accord. Mais la question maintenant, quand je vais partir vers mon pays, combien je vais gagner? Est-ce que même si je vais gagner, je vais transformer l'argent de livre égyptien? Cette dévaluation est inquiétante finalement pour les investisseurs. Oui. Au début, avant la dévaluation, si je veux investir en Égypte, ok, c'est bien, je vais acheter des livres égyptiens, ok, contre l'euro ou le dollar par exemple, et quand je vais quitter, je vais aller par exemple vers la banque. Mais sur le marché noir, c'est inquiétant parce que c'est 15 et 16. C'est pour cela, la dévaluation maintenant c'est inquiétante, oui, mais après c'est bien parce que ici on a gardé ou on a diminué le gap ou la différence entre le marché noir et le taux officiel. En tout cas, le marché noir maintenant n'existe presque plus. Oui. Il n'existe plus, le taux c'est le même. C'est le taux officiel, même dans les bureaux de change. Maintenant, il y a des lois très strictes. Oui, très strictes. Alors, la différence a diminué. C'est pour cela que maintenant, oui, c'est inquiétant, oui, mais après la dévaluation, si elle reste maintenant constante, oui, il n'y a pas beaucoup de fluctuations, c'est proche du 16, 17, etc., le dollar, alors ça va être sécurisé. Mais le point important, qu'on doit garder on doit diminuer la différence entre la demande. L'offre et la demande, c'est-à-dire, on doit, comme la dévaluation, elle a beaucoup de désavantages. Par exemple, quand on a fait la dévaluation, on a gardé une grande partie où on a augmenté les réserves encore en dollars. Alors c'est bien, mais on doit toujours garder cette partie et on doit toujours garder ou diminuer la différence entre le marché noir et les banques pour, enfin, comme vous avez dit, encourager les investisseurs. Est-ce que je peux savoir de combien on a augmenté les réserves? Les réserves? Oui, quand la livre a dévalué, de combien de milliers de dollars ont été augmentés, ou de millions de dollars ont été augmentés cette réserve? Jusqu'à maintenant, c'est à peu près 30 millions.
30 millions de dollars. 30 millions de dollars, Oui. d'accord. Oui, je sais, c'est pas trop, mais si on va continuer avec ces procédures, ça va marcher. Si on va, l'idéal, c'est de bénéficier de la situation actuelle. Vous savez, la Chine a bien bénéficié de cette situation. Elle avait, sa monnaie, elle était très faible en comparant avec le dollar, etc. Mais enfin, c'est pas la même chose. La Chine, elle exporte. Oui, oui, c'est pour cela. Oui. On doit bénéficier du prêt, par exemple, du prêt de l'FMI pour faire des investissements, pour faire des produits, des productions, pas acheter des produits consommables, des productions. Si on arrive à produire, si on arrive à augmenter la production, augmenter l'exportation, et l'exportation va augmenter automatiquement. Parce que on a un avantage, la dévaluation avait un avantage concernant l'exportation, que notre monnaie est faible maintenant. Alors quand tu fais des exportations, c'est moins coûteux, comme la Chine a fait. Si on va réussir à faire ça, c'est vraiment, ça va changer beaucoup la situation en Égypte. Très bien. Mais Oui. l'idéal, c'est d'ouvrir de nouvelles usines, etc., d'orienter les investissements vers l'industrie. D'accord. Alors, ce qui ressort beaucoup, Dr Tawfik, c'est cette lutte antiterroriste. Et évidemment, l'Égypte est la figure de proue de cette lutte dans la région. Est-ce que, et vous l'avez même, vous, évoqué au départ, j'aimerais qu'on y revienne avec plus de détails, puisqu'à partir de là, on va pouvoir voir finalement sur le reste, sur l'ensemble de la région, comment ça se passe. Est-ce que l'Égypte peut être considérée comme un point central de tous ces pays où il y a eu les révolutions arabes? Écoutez, d'abord, je voudrais ajouter un truc à ce qu'il a dit. En fait, je vais aller très vite pour vous répondre. Dans l'ensemble, d'une part, il faut, ça c'est très clair, augmenter les exportations. Et il faut aussi diminuer les importations. Et diminuer les importations, les investisseurs égyptiens ont pris la mauvaise habitude. Quand ils ont besoin d'un produit, ils le font venir de l'extérieur au lieu de voir s'il peut être fait ici. Et ça, il faut que l'État trouve une manière d'inciter les gens à produire local ce qui peut être produit ici. Est-ce que ce n'est pas une mentalité qu'il faut changer parce que... Évidemment, il y a de toutes sortes. C'est comme il faut changer la mentalité des gens qui gardent l'argent chez eux. Il y a un tas de choses à changer, mais la mentalité, vous ne les changez pas par décret. Donc, il faut trouver des solutions pour augmenter les exportations, diminuer les importations et inciter les gens à mettre leur argent en banque. Autant qu'ils n'ont pas confiance dans l'État ou dans la Banque centrale, ça continuera. Alors, pour venir sur le terrorisme, le problème est extrêmement simple. C'est-à-dire l'Égypte est effectivement un acteur important, c'est un des bons élèves. L'Arabie saoudite est un autre des bons élèves sur cette affaire. Il y avait des pays qui sont de mauvais élèves qu'on ne nommera pas. Le problème étant, pour moi, il y a deux problèmes. Il y a d'abord une petite grande inconnue qui est M. Donald Trump. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire exactement. Pour être plus concret, est-ce que Trump va laisser faire M. Poutine en Russie ou est-ce qu'il va s'y opposer? C'est un problème important qui décidera beaucoup de choses. Et il y a le problème plus central qui est international, je dirais, ou enfin européen et américain et arabe. C'est est-ce que les frères musulmans sont, disons, la mère ou la matrice de toutes les organisations terroristes, ou au contraire, ils peuvent aider en proposant une variante plus modérée que les djihadistes. Il faut les coopter pour que ce soit eux qui accaparent les islamistes. Il y a les deux débats. Vous avez un débat que les frères musulmans sont de toute façon sont plus proches des djihadistes qu'ils sont des autres forces. Et vous avez ceux qui pensent qu'ils sont au contraire que eux, parce que disant à peu près la même chose, mais en étant plus politiques, plus pragmatiques et acceptant le jeu électoral dans plusieurs endroits, sont plus doivent faire partie de la coalition anti-djihadiste. Vous avez les deux options, vous connaissez mes choix, mais il y a un débat constant. Dire que les frères musulmans pourraient aider dans la lutte antiterroriste, moi j'ai plus l'impression que les frères musulmans, une des raisons pour lesquelles des terroristes et des cellules terroristes sont plus poussées en Égypte, ce n'est pas que je les rends comme des épouvantails, hein, mais je veux dire, on sait très bien que la politique de ces gens-là, c'est que finalement, pour l'islamisme politique, pour eux, c'est-à-dire peu importe quelle tendance, peu importe quelle manière on exécute l'islam politique, même de manière terroriste,
pour eux, c'est un allié. Nous sommes d'accord, mais vous avez un tas d'analystes, disons, dans différents pays européens, ou même en Égypte, qui vous diront autre chose. Mais sur ce point, nous sommes d'accord. C'est pas moi qui vous contredirai. Mais vous avez évoqué l'Arabie Saoudite comme bon élève. On a l'impression que beaucoup de pays adoptent un double discours envers l'Arabie Saoudite. Beaucoup l'accusent, et surtout accusent le wahhabisme d'être le terreau du terrorisme, et d'autres apparemment qui l'accuseraient qui le récompenseraient d'être un bon élève. On ne comprend plus rien là. Alors il y a les deux. D'abord, il y a ce que fait la famille royale, il y a ce que fait l'establishment religieux. C'est pas tout à fait la même chose. Étant entendu que même la famille royale est divisée, que l'establishment religieux, bon, il est probablement plus monolithique, mais il y a aussi des problèmes. Ça, c'est un premier point. Puis on peut effectivement dire que l'Arabie saoudite diffuse, ce qui me ramènera sur les frères musulmans, diffuse une version de l'islam qui est particulièrement rigoriste, et dont on suppose qu'elle est un point de passage facile, qu'elle permet des points de passage faciles vers la violence. Les Saoudiens, c'est-à-dire le problème est très simple, si vous voulez, depuis qu'il y a du djihadisme, il y a une dispute sur qui est le papa. Les Saoudiens vous diront c'est les frères musulmans, le wahhabisme c'est un souci de pureté qui est xénophobe, anti-chrétien, ce que vous voulez, mais qui n'est pas violent. Et les frères musulmans diront, nous sommes des gens qui acceptons l'autre, mais le problème est que le wahhabisme a une obsession de la pureté. Chacun dit l'activisme, les wahhabites vous diront l'activisme vient des frères, et les frères vous diront le souci de pureté vient, de purification, vient des wahhabites. Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais il y a cette tension. Alors, au niveau de l'idéologie, si on part du principe, alors avec le problème, c'est que le salafisme quiétiste a fait un bon pont vers le djihadisme, mais en même temps, il a un bon pont vers la sortie. Il marche dans les deux sens, le pont. Il est plus facile de convaincre un djihadiste de devenir un salafiste quiétiste que de le convaincre de devenir un démocrate. Disons, le pont, il y a un pont, effectivement, entre le salafisme quiétiste et... Salafisme quoi? Quiétiste, c'est celui qui est souci de pureté, de vivre, mais sans lui. Ouais. Il y a le passage entre lui et la violence existe, mais il existe dans les deux sens. Le terroriste peut se repentir en salafiste, c'est voilà. Mais on peut effectivement dire que la diffusion du wahhabisme à l'échelle internationale a beaucoup aidé le djihadisme. Mais par contre, quand il s'agit de surveiller les financiers des violents ou les violents, les Saoudiens font leur travail. Ils le font mieux que d'autres pays de la région. C'est-à-dire ils ont peut-être mis du temps. Le 11 septembre a été un choc majeur puisqu'il y avait beaucoup de Saoudiens dans l'affaire. Mais depuis, sur le travail de surveillance, de monitoring, etc., ils font leur travail. Là, on les accuse de double jeu. C'est que de temps en temps, ils vous disent l'attaquer parce que c'est se mettre à dos sa tribu. Et de temps en temps, des gens vous diront, c'est un autre discours qui est utilisé aussi par d'autres personnes, d'autres États dans la région. Alors de temps en temps, les gens se disent, c'est vrai. Effectivement, cette personne dont on sait qu'elle finance est difficile à attaquer pour des histoires intérieures. Et de temps en temps, vous vous dites que c'est un prétexte fallacieux. Sur l'ensemble, l'Arabie, évidemment, le meilleur pays, à part l'Égypte, sur la chose, c'est les Émirats, le pays qui fait le plus. Mais l'Arabie saoudite est du côté des bons élèves en matière de lutte contre la violence. Ce qui ne veut pas dire que sa performance ne peut pas être meilleure, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas critiquable, etc. Mais ça fait partie. Les mauvais élèves sont ailleurs. Ouais. Alors c'est une question qui a politique et économique. Je vais commencer peut-être par l'économie. Et je vais prendre ce qu'a dit Dr Tawfik tout à l'heure, on parle de garants, et les garants donc, de la région sont les pays du Golfe, où c'est stable, où l'argent est plus présent que les autres pays. Avec les frictions qu'il y a eu entre le Caire et Riyad, est-ce que l'Égypte a tout intérêt à renouer des liens avec l'Arabie Saoudite et donc notamment les derniers avec Aramco, etc. Est-ce que l'Égypte a intérêt à renouer ses liens, à essayer de redevenir copain avec Riyad pour avoir plus de crédibilité, ou le fait d'avoir été accepté pour un prêt du FMI est largement suffisant? Oui, ok. Je veux dire une chose tout d'abord, c'est l'indépendance. Ça, c'est le point qui manque aujourd'hui, l'indépendance. Oui, le FMI, c'est bien, mais ça dépend. Ça dépend de l'utilisation. Oui, le FMI, c'est suffisant. Oui, 12 milliards, c'est suffisant.
Mais ça dépend de l'allocation de 12 milliards. Comment je vais utiliser ça? S'il s'agit des produits productifs, des machines extra des usines, ça va marcher. Mais si je vais utiliser les 12 milliards avec des investissements, avec des importations, alors ça ne va pas changer. Alors, sachant que 12 milliards de dollars, en Égypte, il y a des ressources, il y a des ressources extraordinaires qui peuvent faire les 12 milliards en un an. Mais vraiment, ce prêt-là, est-ce qu'il a donné vraiment de la crédibilité au pays, auprès des investisseurs? Avoir un pays endetté de 12 milliards de dollars, ça a donné de la crédibilité? Oui, non, ça dépend. Pour le crédit ou pour le prix, on doit, sur les finances de marché ou sur le plan économique, on doit voir ça sur un plan de 5 années. 5 années, c'est long terme, oui, mais pour gagner les fruits de prix, on doit voir ça sur 5 années. Est-ce qu'on va utiliser les investissements d'une manière efficace, oui ou non? Ça, c'est la question. Oui, bien sûr, on doit garder de bonnes relations avec les copains extra, mais ce qui est important pour nous, c'est d'utiliser les moyens de financement du prix d'une manière efficace. Donc finalement, avec une bonne gestion de ce prêt-là, si le Caire n'a pas vraiment envie, préfère garder ses distances envers Riyad, qui supposait être un petit peu le garant, puisque c'est le pays le plus stable, il n'y a aucun souci, quoi. Oui, aucun souci. Parce que moi je pense d'une manière un peu plus fermée. Elle est plus fermée. Je sais que le monde est ouvert extra, mais maintenant, le monde cherche un peu de devenir comme la Chine, un peu plus fermé au début. Le nationalisme, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat d'ailleurs. Docteur Torfi, vous voulez ajouter quoi? Je vous dis, je ne suis pas sûr que l'Arabie Saoudite soit le pays le plus stable de la région. Le pays le plus stable de la région, c'est l'Égypte. C'est pas, même si ça semble bizarre, c'est ça. Le problème est, pour vous répondre très clairement, c'est que l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont des facteurs, s'ils travaillent ensemble, sont des facteurs de stabilisation de la région. Ce serait un couple extrêmement efficace, qui peut être assez efficace, etc. Donc nous souhaitons tous que les relations soient au beau fixe. Après cela, il faut que ce soit possible. Je ne suis pas absolument certain, je ne dis pas parce que je suis patriote égyptien ou parce que je suis égyptien, mais après ça, je ne suis pas absolument certain que dans la détérioration des relations, qui est l'essentiel de la faute, soit égyptienne. Ah non, mais oui, bien donc, entendu. Il y a quand même quelques demandes saoudiennes qui étaient difficiles à tout régime égyptien d'accepter. Ah non, mais ça il n'y a aucun souci. Mais je veux dire, essayer de trouver, ce dont je parle, c'est vraiment de trouver le compromis. Vous avez parlé d'indépendance, c'est vrai que la souveraineté d'un État est faite, mais ce n'est pas non plus prendre le pas et de s'humilier, mais je veux dire, relativiser et normaliser, c'est ce dont je parle en fait. Nous voulons tous, et moi je suis très attaché, d'abord je commence par le redire, si le 30 juin a pu survivre, c'est parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats sont allés défendre notre cause, et nous ont soutenus financièrement, et sont allés défendre notre cause dans les instances internationales. C'est un truc qu'on n'oublie pas, et on souhaite que ça continue. Après, il est évident qu'on doit faire des compromis. Je ne dis pas que le régime égyptien ne pourrait pas faire plus. Je pense que sur les sujets essentiels, je comprends mieux la position égyptienne que la position saoudienne. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre un exemple qui ne fâchera personne, enfin, il fâchera peut-être, nous savons, par la force des choses, qu'une guerre au Yémen n'est pas gagnable. Il n'y avait pas à y aller. Voilà, je n'en dirai pas plus, parce que ça me semble bien établi. Puis c'est un autre sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans l'ensemble, nous n'avons pas eu tort de ne pas envoyer de force au Yémen. C'était nous discréditer auprès des Yéménites sans résultat. La guerre n'est pas gagnable là-bas. Oui, c'est vrai que les enjeux sont plus divers. J'ai envie de parler, de lier un petit peu l'actualité avec notre sujet aussi. On avait parlé de la visite du chef de l'État, mais il y a également cette victoire donc cette défaite, je dirais, de Nicolas Sarkozy. Puis on colle Nicolas Sarkozy à l'écroulement du régime libyen. On l'a, je veux dire, c'est lui qui, c'est lui qui est au devant de la scène pour fomenter cet assassinat de Kadhafi, de Muammar Kadhafi. Donc, est-ce que je dirais qu'il y a, c'est vrai que c'est le peuple qui a finalement choisi donc les deux de droite, que ce soit Monsieur Fillon ou Monsieur Juppé, mais est-ce qu'il y a une prise
prise de conscience, une volonté de changer, une volonté un espèce, je dirais pas de regret à 100%, mais voilà, prise de conscience avec ce qui s'est passé. Je vous demande. Vous parlez de la Libye ou vous parlez de la primaire en fait, la primaire, cette défaite de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'elle pourrait être liée à une prise de conscience avec non, je crois que le problème est plus franco-français. C'est une des choses, attention. Je crois que non. Alors, je dirais que c'est intéressant pour voir ce que messieurs Juppé et Fillon vont faire, puisqu'ils ne sont pas sur la même interprétation, disons, de la lecture géopolitique du coin ou de la région. Sarkozy, je crois qu'il a essentiellement perdu. Alors, évidemment, la Libye ne fait rien pour arranger son cas, mais M. Sarkozy a perdu parce qu'on ne lui a pas pardonné certaines choses qu'il a faites quand il était au pouvoir. Et la Libye en fait partie, mais ce n'est pas la plus importante. Le plus important est un air général d'amour de l'argent, je dirais. C'est-à-dire ou de l'amour de la richesse ou de ce qu'on appelle le bling-bling. Bon, finalement, voilà. Oui. Mais finalement, les deux n'avaient rien à voir. Je me suis dit peut-être que... Mais pour conclure, Hassan Khalil, si on parle encore un mot de conclusion, finalement, ce que vous pourrez, pour cette édition, la relation peut-être économique, comment vous, en tant que spécialiste en finance, comment vous pourrez la voir en ce moment et sur le long terme? Mondial ou en Égypte? Là maintenant, avec les pays de la région en général, en Égypte, et puis avec les pays de la région en termes général, juste pour conclure. Ok, pour conclure, on doit savoir que la situation économique mondiale s'est dépréciée un peu pendant les 3 années précédentes. C'est pour cela ce qui va réussir de faire une indépendance économique, ce qui va faire une bonne allocation des ressources, c'est-à-dire une bonne exportation, une bonne production, augmenter les PIB, diminuer le chômage. Ça, c'est la clé du futur. La clé du futur, ce n'est pas de faire des importations, de faire des investissements seulement là-bas. Donc c'est plus l'indépendance. Voilà. Oui, parce qu'on est maintenant sur un plan mondial, la dette représente 3 fois le PIB. Bien, Hassan Khalil, vous êtes maître assistant en finance de marché à l'université de Ain Shams. Merci d'avoir été avec nous. Dr Tawfiq Aklmondos, professeur de sciences politiques à la faculté de Sciences Po à l'université du Caire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Au revoir. Merci.